Bonjour, bienvenue sur Mediapart. Le narcotrafic contrôle, le narcotrafic corrompt et le narcotrafic tue. Plus personne ne peut dire que nous ne savions pas. Ces mots sont ceux d'Amine Kessassi, militant écologiste de 22 ans, fondateur de l'association marseillaise Conscience, lors de la marche blanche qui a eu lieu samedi 22 novembre à Marseille en hommage à son petit frère Mehdi, 20 ans. Mehdi Kessassi, qui selon la justice pourrait avoir été ciblé à la place de son frère, voix de la lutte contre le narcotrafic à Marseille, qui a toujours souligné dans ses engagements le poids des réseaux, mais aussi les graves manquements de l'État. Un meurtre de plus lié au narcotrafic à Marseille, diront certains qui pensent que cela ne les concerne pas. C'est pourtant bien plus que ça, car Mehdi Kessassi n'avait rien à voir avec les trafics. Ce meurtre, c'est d'abord une menace contre celles et ceux qui, dans leur quartier, luttent et se mobilisent contre l'emprise du narcotrafic dans leur vie. Ça va bien au-delà de Marseille. C'est aussi un défi lancé à des institutions qui ont l'habitude de répondre de façon martiale, avec de grandes déclarations ou un traitement uniquement sécuritaire qui relègue encore plus ces quartiers où le trafic prospère, sans se questionner sur l'augmentation continue des drogues, de la consommation des drogues en France, ni se poser la question des graves recul de l'État social. Au-delà, c'est tout un pays et tout un continent, l'Europe, qui prend la mesure de l'ampleur des flux criminels liés au narcotrafic. Nous sommes le 25 novembre 2025. C'est à l'air libre, l'émission en accès libre de Mediapart. À l'air libre, l'émission en accès libre de Mediapart est disponible sur notre chaîne YouTube et les différentes plateformes de podcast, possible seulement grâce à vos abonnements. Donc si vous le pouvez, abonnez-vous à Mediapart, abonnez-vous aux médias indépendants. Je vous présente tout de suite mes invités. Katia Yacoubi, bonjour. Bonjour. Vous êtes travailleuse sociale, présidente de l'association Adelphi Cité, très présente dans les quartiers nord de Marseille, avec l'organisation d'Amine Kessassi, Conscience. Votre association a travaillé ces derniers mois, fin 2023 et 2024, sur un plan citoyen qui proposait une politique globale d'égalité républicaine dans les quartiers. Vous étiez à la marche blanche qu'on a vue, vous connaissez bien Amine, vous avez été sa suppléante lors des élections législatives de 2024, où Amine Kessassi s'est présenté pour le nouveau Front populaire face à la candidate du Rassemblement national dans la 3e circonscription de Marseille, élection qu'elle a remportée, la candidate RN, de très peu, à 835 voix seulement. Coralie Bonnefoy, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, co-rédactrice en chef du média indépendant de Marseille, Marsactu, partenaire de Mediapart, et qui dans quelques semaines publie un livre, fruit d'années d'enquête sur le narcotrafic à Marseille, ses ravages, les abandons successifs de l'État, coécrit par vous, par toi, on va se tutoyer, Benoît Gilles aussi et Clara Barthaud-Macri. Il s'appelle Marseille sous emprise, comment la drogue s'empare d'une ville. Il paraîtra le 9 janvier, publié par la maison d'édition marseillaise Hors d'atteinte. Marsactu a lancé une collecte pour le financer. Toutes les infos donc sur votre site marsactu.fr. Christophe Bouquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste. Avec Mathieu Verboux, vous avez co-réalisé il y a 2 ans un documentaire qui s'appelait Mafia et Banque, diffusé sur Arte. Et puis depuis quelques jours, on trouve votre nouveau documentaire sur la plateforme Arte TV, il s'appelle Arte.tv, il s'appelle Narcotrafic, le poison de l'Europe. On en verra 2 extraits, c'est aussi un livre, cette enquête, qui porte le même titre, publié aux éditions La Découverte. Dans un premier temps, on va en revenir aux faits pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi. Le 13 novembre, Mehdi Kessassi, 20 ans, a donc été tué dans le 4e arrondissement de Marseille. Et si ce crime a eu un très large écho, c'est que la justice soupçonne qu'à travers lui, c'est le combat de son frère Amine Kessassi qui était visé. Amine Kessassi avait lancé, il y a plusieurs années, l'association Conscience à Marseille. Il était alors très jeune. Une association qui, après la mort de son grand frère Brahim en 2020, une mort liée au narcotrafic, a concentré son action sur l'aide et l'accompagnement aux familles endeuillées. Depuis plusieurs mois, Amine Kessassi, qui vient de publier un livre sur son combat qui s'appelle Marseille, essuie tes larmes, vivre et mourir en termes de narcotrafic, publié aux éditions Le Bruit du Monde, avait reçu des menaces et il vivait sous protection policière. Ce crime a suscité l'indignation bien au-delà de Marseille. Et ce samedi 22 novembre, ils étaient plusieurs milliers, 6200 environ, à se rassembler à Marseille sur le rond-point où Mehdi Kessassi a été assassiné. Un rassemblement où étaient présents son frère, Amine, sa mère, la famille, les familles d'autres victimes du narcotrafic, mais aussi beaucoup de responsables politiques. Il y avait le maire d'Yver-Gauche de Marseille, Benoît Payan, des élus, quelques élus de droite du département comme Renaud Muselier et Martine Vassal, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, et de nombreux responsables des gauches comme Marine Tondelier, Olivier Faure ou encore Raphaël Glucksmann. Une marche blanche avec ce mot d'ordre.
La mère de Mehdi et Amine, Wassila Kessassi, a pris la parole. Mon cœur est déchiré. Je suis inconsolable. Aucune mère ne veut voir ses enfants mourir avant elle. Aucune mère ne peut supporter de voir l'enfant sorti de son ventre devenir un cadavre. Je l'ai vu par terre ici, moi. Amine Kessassi qui a aussi parlé à travers un discours qu'il avait préenregistré. Mon frère Mehdi était innocent. Il n'était coupable que d'être mon frère. Il était bon, droit, sincère. Il avait la vie devant lui. Mon frère est mort pour rien. Et on nous traite comme des moins que rien. Amine Kessassi, c'est lui au centre, dit avoir refusé la Légion d'honneur qu'on lui proposait. Il s'en explique. Ce sont les mamans des quartiers qui méritent une décoration. Pour leur courage, leur dignité, leur combat de chaque jour. Ma mère s'est battue pour nous élever et nous protéger. Et aujourd'hui, elle a perdu 2 fils. C'est elle pourtant qui me permet de tenir debout. Pour elle, je ne me tairai pas. Un discours qui s'est fait aussi plus politique sur les reculs de l'État. Depuis des années, nous alertons. Nous parlons parce que nous savons que le silence tue. Chacun des reculs des institutions a favorisé l'avancée du narcotrafic. Le départ des services publics, la fin de la police de proximité, les moyens trop faibles des enquêteurs et des enquêteuses, les enseignants auxquels on demande tant en leur donnant si peu. Voilà ce qu'il fait des affaires des trafiquants. La France entière doit comprendre ce qui se passe dans nos quartiers. Ce pays a fermé les yeux sur ce que nous vivons et maintenant il se réveille avec un monstre qu'il s'est infiltré partout. La souffrance psychologique et la misère qui montrent sont des armes puissantes entre leurs mains. Ils jettent leur dévolu sur les enfants perdus de la République, les déshumanisant, les dressant comme on dresse des bêtes féroces, puis en font des esclaves dociles. Voilà la vérité du narcotrafic. Le narcotrafic contrôle, le narcotrafic corrompt et le narcotrafic tue. Plus personne ne peut dire que nous ne savions pas. Voilà, des images signées CL Presse depuis Marseille. Katia, bien sûr, vous y étiez. Merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Vous prenez la parole aujourd'hui car Amine Kessassi l'a dit cette dernière semaine. Il a dit « Je ne peux pas être le seul dans ce combat, ça doit être une lutte collective ». Il a même dit « Je parle parce que je veux que 1000 voix s'épanouissent ». Voilà, je fais partie de ces 1000 voix. Je le fais pour tous nos morts, tous nos enfants, pour Amine, pour Brahim, pour Mehdi. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, parce que si ces voix se taisent, notre lutte ne va pas avancer. Donc il faut qu'on s'exprime et je fais partie de ceux et celles qui continuent à s'exprimer sur la question. Et voilà. Merci d'être avec nous. Tu y étais aussi, Coralie, avec la famille, avec d'autres familles de personnes qui ont été tuées dans le cadre du narcotrafic, puisque c'est l'objet du livre, on y reviendra après, mais bien sûr, à Marseille, la guerre, cette guerre du narcotrafic a fait de nombreuses victimes ces dernières années, souvent très jeunes, et c'est ce que vous documentez dans ce livre, dans ces enquêtes depuis 3 ans. Oui. Ce livre coécrit avec Benoît Gilles et Clara Marteau-Bacry, il est né de ça, il est né de cette envie d'abord de partir du terrain, de se placer à hauteur d'habitants. Parce que à Marseille comme ailleurs, la question du narcotrafic, elle était traitée de manière fédiversière, donc à travers finalement un prisme policier. Cette couverture, il faut qu'elle existe, mais nous, on s'est dit... Il faut partir des habitants, il faut partir de ces familles, il faut partir de ces victimes, et c'est ce qu'on fait notamment dans cet ouvrage. Christophe, Amine, et on y reviendra tout à l'heure bien sûr, Amine Kessassi réfute ce terme de crime d'avertissement, en fait parce qu'il veut décentrer les choses au-delà de sa personne. Il l'a dit dans Le Monde, les trafiquants, comme vous l'avez dit, tentent d'annihiler toute résistance, de briser toute volonté. Pour autant, est-ce que pour vous, avec ce qui apparaît comme une menace en fait contre un militant engagé contre le narcotrafic, on est là à un tournant, on a passé un pas supplémentaire en France? Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait des décennies que travailleurs sociaux, magistrats, journalistes alertent sur ce phénomène, et qu'aujourd'hui on y est. Voilà, on est dans l'horreur du narcotrafic, dans sa forme la plus brutale, une forme qui est liée au commerce international, au grand trust. C'est une chaîne de production dans sa globalité, et là en fait, l'assassinat tragique de cet enfant de la République nous montre que, je ne sais pas si c'est un point de bascule, mais
L'heure est grave et il y a une urgence aujourd'hui qui est sociale et sanitaire. Et donc c'est un vrai projet de société et il faut repenser les choses de fond. Et ça nous montre à quel point le narcotrafic peut s'incruster dans des territoires, avoir la main mise, mettre la peur en place. On assiste à des phénomènes de type mafieux sur un crime qui est extrêmement fragmenté, avec des populations qui, alors qu'une génération est sacrifiée, certains s'enrichissent outrageusement dans des piscines dorées à Dubaï. Tout ça est dégueulasse et aujourd'hui on en souffre. Et en effet, on va y revenir après, un peu plus tard dans cette émission, mais l'enjeu de votre documentaire, de votre travail, c'est ce monstre dont parle Amine Kessassi, le narcotrafic. C'est pas juste le narcotrafic, c'est pas juste comme certains de nos politiques disent parfois des délinquants dans certains quartiers. Ce n'est pas ça, c'est des flux économiques structurés, internationalisés, du crime organisé qui inclut le narcotrafic, mais c'est bien plus large. Vous vouliez réagir là-dessus ? Oui, parce qu'en fait, dans ce monstre qui est le narcotrafic, il y a des personnes qui sont vulnérables. En fait, les personnes qu'on utilise, qu'on esclavagise dans ce système, ce sont des personnes à la base qui sont dépourvus de liens sociaux. Ils ont des difficultés énormes liées au logement, à la santé, à l'emploi et tout ça, donc ils n'ont plus de liens pour se raccrocher à quelque chose qui puisse leur faire dire « je fais partie d'une société, d'une famille, demain je vais avoir un avenir ». En fait, c'est des personnes qui n'ont pas de perspective d'avenir dans leur tête. Et donc on va les chercher. C'est une question éminemment sociale. Complètement. Et ça, je souhaite vraiment être là pour le rappeler, parce souvent, on va chercher les conséquences, c'est-à-dire des réponses aux conséquences, c'est-à-dire la mort, le crime, mais jamais on pense les causes. Et ça, c'est un vrai problème. Et j'estime que si on est en haut de l'échelle et qu'on pense société et qu'on pense justement à trouver des véritables solutions, il faut prendre le problème avec le bon bout. Et donc, je suis là pour parler de ces jeunes qui sont complètement détruits par de l'intérieur, mais de l'extérieur aussi, par ce système-là. Qui peuvent être des guetteurs ou des gens qui tuent d'autres gens, mais qui sont aussi des gens qui sont happés par ces réseaux très jeunes. Complètement. En fait, on peut compter à peu près 2000 guetteurs, me semble-t-il, c'était le chiffre qui a été annoncé. Mais dans les tueurs, il suffit d'en avoir 10 pour faire des dégâts. D'accord ? Parce que ceux qui tuent, en fait, c'est ceux vraiment qui, là, il n'y a plus rien qui les raccroche. C'est-à-dire, ils sont passés de l'autre côté de la barricade au point qu'ils n'ont plus de sensibilité, ils se sont déshumanisés. C'est un système qui déshumanise les personnes. Coralie, l'association Conscience, présente dans plusieurs villes de France, a suspendu ses activités. Pour préparer cette émission, certaines personnes nous ont dit qu'elles ne souhaitaient pas prendre forcément la parole. Vous qui connaissez bien Marseille et qui connaissez bien tous ces gens, ce crime, quelles conséquences il peut avoir pour les gens qui s'engagent au quotidien dans cette lutte ? Les conséquences, elles sont évidentes et elles se lisent d'abord, par exemple, dans la fréquentation de la manifestation de samedi. On en parlait avec Katia. 6200 personnes à Marseille pour une marche blanche, c'est à la fois beaucoup et peu. Beaucoup parce que des marches blanches, finalement, nous, on est un petit peu rompus à l'exercice. C'est terrible. 2023 a culminé avec 49 homicides liés au narcotrafic. Donc, un mort par semaine en 2023, quasiment. Voilà. Donc des marches blanches, finalement, on en a vu beaucoup et qui rassemblaient parfois 200, parfois 500 personnes. Donc ici, là, il y a eu du monde, mais en même temps, c'est si peu sur une ville de 880 000 habitants. Et ça dit aussi... Comment on l'explique ? Alors, on l'explique d'une part par réellement une peur qui s'exprime, et notamment chez les militants associatifs, chez les travailleurs sociaux. Voilà, tous n'ont pas le courage de prendre la parole, le courage de venir, le courage de s'exposer. Il ne faut pas leur en vouloir. La situation, elle est extrêmement délicate. Et puis, il y a aussi, pour certains d'entre eux, une forme de lassitude. Encore une marche blanche. Et pourquoi celle-ci plus importante qu'une autre? On a eu tellement de morts aujourd'hui, on a eu tellement de gamins blessés, tellement de gamins décédés. Donc il y a ces deux phénomènes qui, il me semble, expliquent une forme, oui, de moindre participation là samedi, même si il y avait quand même beaucoup
beaucoup de gens et encore beaucoup de militants associatifs présents. Hein. Katia, vous le dites, pour autant, la ville et dans les quartiers nord notamment, mais pas tout, dans toute la ville de Marseille, d'ailleurs bien au-delà, il y a une véritable émotion. C'est pas parce que les gens sont pas forcément allés que... Je peux l'attester. Peut-être qu'ils sont pas venus en nombre ce jour-là, mais il y en a pas un qui n'est pas solidaire aujourd'hui de la famille Kessassi. Il n'y en a pas un. On est tous touchés par la situation. Parce que là, c'est pas un mort de plus, parce qu'on ne peut pas s'habituer à ça. C'est pas possible. Un enfant mort, déjà, c'est un enfant de trop. Et là, on a passé un cap. Mehdi, il faut le rappeler quand même, hein, il faut parler de lui. Mehdi, il n'avait rien à voir avec ce système, de près comme de loin. Et ils l'ont tué, c'était incompréhensible pour nous. Comment on en est arrivé là ? Parce qu'ils l'ont visé, ils ont tué un membre de cette famille, un autre membre de cette famille. Kessassi, ça fait 2 que la maman, elle perd 2 enfants. Donc à partir de là, comment ne pas être touché ? On ne sera jamais vraiment à la place de cette famille, hein, parce qu'il faut vivre cette douleur. Il faut la vivre. Hein. Et c'est compliqué de la vivre. Mais je veux dire, peu importe où on est là, au-delà même de Marseille, que ce soit Paris, moi j'ai reçu des messages de Paris, d'Auvergne, des Alpes, tous ceux que j'ai pu connaître. Marseille n'est pas la seule ville touchée par ailleurs, bien au-delà. C'est d'ailleurs un des clichés qu'on a souvent sur cette situation. On a été très sensible à cette situation, parce qu'on a passé un cap. Et ce cap-là, on a envie de dire aujourd'hui, stop, basta, on ne veut plus de ça, plus jamais ça. On va y venir justement aux réponses politiques et j'y viens là pour vous deux. J'ai d'abord cette première question, après une question pour Christophe. Plusieurs réactions politiques, par exemple. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, et celui de l'Intérieur, Laurent Nunez, sont venus à Marseille jeudi dernier. Ils ont fait notamment un grand entretien au quotidien La Provence, où ils ont annoncé l'arrivée de nouveaux magistrats. Et alors le titre, c'était « Marseille doit arrêter de voir mourir ses enfants ». Il y avait aussi des phrases comme « Marseille doit se réveiller ». Quand on a parlé à Gérald Darmanin, les journalistes de La Provence ont parlé à Gérald Darmanin de la ségrégation des quartiers, de ces quartiers complètement isolés. Gérald Darmanin a dit que lui, il trouvait qu'en tant qu'élu de Tourcoing, dans le Nord, il était jaloux des moyens financiers alloués à Marseille pour la rénovation urbaine. Quand vous avez lu cet entretien, Coralie, vous avez pensé quoi ? Alors d'abord, peut-être une réponse de Marseillaise, la Marseillaise que je suis aujourd'hui. Cette réponse, elle est d'une violence inouïe. Honnêtement, recevoir le matin le titre « Marseille doit arrêter de voir tomber ses enfants », quand on est Marseillais, c'est d'une violence inouïe. Voilà. Parce que les Marseillais ne sont pas acteurs volontaires de cette situation. C'est pas vrai, c'est faux. C'est d'une certaine façon prolonger les réflexions qu'on pouvait entendre il y a 5 ou 10 ans où on disait « Oh, le deal, il profite aux cités ». Aujourd'hui, Gérald Darmanin dit la DZ Mafia, peu ou prou, elle a dû générer entre 5 ou 6 milliards d'argent liquide dans l'année passée. Donc la DZ Mafia qui contrôle une partie du trafic à Marseille. Voilà. Donc on imagine bien que si cette manne était redistribuée dans les quartiers populaires, mais aujourd'hui on aurait tous très envie de vivre dans les quartiers populaires. Or ce n'est pas le cas. Hein. Donc cette réponse, elle est à la fois, il me semble, hors sol et extrêmement violente. Katia, vous en avez pensé quoi ? Voilà de quoi on en a marre. De ces paroles. Ouais. Hein, les plans XXL, place nette, des belles phrases, Marseille doit se réveiller, Marseille aussi. Mais pourquoi ? Parce que jamais ils se remettent en question. Jamais ils regardent la vérité en face où la République a failli. Parce que la République, on veut dire, c'est nous, le peuple. Hein, on s'est réveillé, on se réveille, on est là sur le terrain. On a toujours été là, ça fait des années. On a fait un plan, là, citoyen, on a fait le travail des élus. Un plan de 88 pages que je vous invite à lire. Donc on l'a fait, ce travail de terrain considérable, où on avait des idées à porter, à poser sur la table. Mais avant nous aussi, il y avait des collectifs. Hein, mais qui ne parlaient pas juste de narcotrafic, qui parlaient de logement, qui parlaient de pauvreté. Le 1er juin, justement, on a fait un véritable travail d'enquête avec les vrais concernés, les personnes les vrais concernées, avec toute une panoplie autour des tables. Il y avait des juristes, il y avait des magistrats, il y avait des policiers, il y avait des jeunes, des moins jeunes, des familles de victimes, il y avait des éducateurs spécialisés, il y avait tout le monde. Et on a réfléchi ensemble, il y avait des politiques, il y avait des syndicats. Et ça a donné quoi ? Ça a donné un plan. Ouais. On leur a dit, regardez, mais on n'a pas inventé l'eau chaude. Et les dirigeants, ils en ont fait quoi de ce plan ? Ils en ont fait, rien fait. Donc ils pensent que répression. On n'est pas des bisounours. Je vous le dis clairement, la répression, il en faut, bien évidemment qu'il en faut. On a affaire à des meurtres, à des criminels.
Donc, à un moment donné, la répression, elle y est, la justice, on doit... Mais à côté de ça, je répète ce que je dis à chaque fois. Si on pense que d'une seule jambe, on ne marche pas, il faut l'autre jambe. L'autre jambe, c'est les causes. À un moment donné, comment fonctionne ce système? Donc, c'est pyramidal. En bas de l'échelle, on a donc des personnes qui sont face aux clients, qui vont aller récupérer cet argent, et puis le remontent aux têtes de réseau qui ne sont même pas sur Marseille. D'accord? Donc, quand on s'intéresse à ces jeunes, qui sont ces jeunes? Ben moi, travailleuse sociale, on s'est intéressé à ces jeunes. Et là, on voit leur passé. Comment ça se fait qu'ils ont fini là? Ils sont contents d'être des dealers? Vous croyez qu'ils sont contents d'être en bas des blocs, dans des endroits où ça pue, hein? Où c'est pas sécurisant, où il y a de la violence? Vous croyez qu'ils ont rêvé de ça quand ils étaient gamins? Personne ne veut faire ça dans leur vie, personne. Il n'y a personne qui me dit « j'ai rêvé, c'était ma vie, je voulais le faire ». Et donc, au final, si on s'intéresse aux causes, et là on arrive jusqu'à la petite enfance, et c'est là que l'État a failli. L'échec scolaire, hein, quand on coupe le budget dans l'éducation nationale, eh ben, ça induit des personnes abandonnées, ça induit tout ça. Le logement, on ne peut pas se loger, et qu'on a froid, on a faim, et donc on veut rechercher de l'argent vite et rapidement. Donc on a des petits qui vivent dans des conditions pareilles, donc ces petits à un moment donné se disent il me faut vite de l'argent, donc ils vont chercher qui lui tend la main, parce qu'ils repèrent les personnes vulnérables. Donc voilà l'état où elle doit se poser la question. Aujourd'hui, ce que je demande et ce que nous demandons, un quoi qu'il en coûte, ils aiment bien les formules, je vais en sortir aussi, quoi qu'il en coûte pour nos quartiers. Et pour les ruralités, parce que les ruralités aussi sont dans le même état. Mais justement, Christophe, autre type de réaction, celle du président de la République Emmanuel Macron, qui lors d'un conseil des ministres juste après ce meurtre, s'en est pris aux consommateurs. Il a dit c'est parfois les bourgeois des centres-villes qui financent les narcotrafiquants. On ne peut pas déplorer d'un côté les morts et de l'autre continuer à consommer le soir en rentrant du travail. Donc immédiatement ce lien qui est fait avec les consommateurs, de fait les consommateurs, ils existent évidemment, mais qu'est-ce que vous pensez de cette réponse dans un contexte où la consommation de drogue ne cesse d'augmenter, le cannabis, la cocaïne en particulier? Ben, ça prouve qu'avoir un grand porte-voix Pourquoi c'est problématique cette Pourquoi réponse? c'est problématique? Parce qu'en fait, c'est seulement le pan récréatif, si récréatif il y a dans la drogue, qui est pointé du doigt, sans qu'on se pose la question pourquoi depuis les années 2000 il y a une explosion du trafic de cocaïne, mais pas dans les milieux bourgeois parisiens ou marseillais ou nantais. Il y a une recrudescence de prise de cocaïne dans des métiers qui sont extrêmement pressurisés, avec des cadences de travail qui augmentent. J'ajoute juste, l'Observatoire français des drogues et tendances addictives, sur la période 2000-2022, donc sur 20 ans, a calculé que, bien sûr, il y avait une augmentation de la cocaïne à peu près x10 depuis 30 ans, et qu'il y avait aussi une hausse donc, de consommation chez les non-diplômés, et que ça concernait la ville comme la campagne. Oui, et puis comme je vous dis, on est aussi dans vous parlez du volet social, de là où vous dites que c'est la cause où en fait l'emprise du narcotrafic est bien plus vaste que ça. C'est un des aspects, mais le narcotrafic est lié au capitalisme et au colonialisme. C'est une histoire qui remonte à des siècles. En fait, la drogue rentre là où il y a des grands ports. Marseille, Rotterdam. Tout est organisé en fait autour du commerce international. Et le narcotrafic, c'est pas forcément pyramidal. C'est des criminels qui fonctionnent par opportunisme entrepreneurial. On peut être ensemble une journée, se tuer le lendemain. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a énormément d'alliances au niveau du partage du risque et du partage des bénéfices, et une organisation pour tout ce qui est le blanchiment d'argent. Donc si on veut prendre le problème dans son ensemble, et c'est là où je vous rejoins, c'est éducation, santé, travail et répression, oui, mais répression aussi sur les paradis fiscaux et sur l'évasion fiscale. Ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a aucune discussion là ces derniers jours sur la question de la santé publique, sur la question du cadre législatif en France, qui a un cadre répressif sur les drogues le plus dur en Europe, quasiment. Est-ce que ça vous a frappé, ça ? Oui, depuis quelques jours, on aimerait voir un peu plus le ministère du Travail et de la Santé apparaître et parler, et nous expliquer. Katia, un mot là-dessus, et puis après on va enchaîner justement sur les enquêtes de Mars Actu. Ils détournent en fait le véritable sujet, comme je vous ai dit. Là, aujourd'hui, ils disent c'est la faute aux consommateurs. Donc en fait, ils veulent que tous nos regards
se pointe vers les consommateurs. J'ai envie de vous dire, en France, il y a 5 millions de consommateurs, on les met tous en prison. Qu'est-ce qu'on fait de ces consommateurs ? À un moment donné, il faudrait se poser les bonnes questions. Et dans les bonnes questions, justement, c'est les réorienter, ces personnes, à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est la santé publique dont vous parlez, bien évidemment, parce qu'il y a des personnes qui sont addictes, mais d'autres qui ne le sont pas. Ceux qui fument du cannabis, c'est comme ceux qui boivent de l'alcool. Il y a des alcooliques, mais il y en a qui ne le sont pas. C'est du récréatif, si vous me permettez. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Il peut y avoir des enjeux de santé publique pour autant par des gens qui ont des pratiques récréatives. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'à un moment donné, il faut réorienter ces consommateurs au lieu de les pointer du doigt, parce qu'on ne va pas les mettre tous en prison, d'accord ? On est en France, on est censé être dans un pays, on va dire, démocratique, droits de l'homme, etc. Il faut les réorienter vers un marché légal. Alors, on parlera justement de cet aspect-là. Si vous voulez, en fin d'émission, comme ça, on aura balayé l'ensemble du paysage. Coralie, ce livre donc qui s'appelle L'emprise. Pourquoi l'emprise ? Comment vous résumeriez de quoi est faite cette emprise du narcotrafic sur une ville comme Marseille aujourd'hui ? Donc le livre, on l'a appelé Marseille sous emprise parce qu'effectivement, à Mars Actu, depuis 2023, on documente au long cours, par des enquêtes de terrain, ce qu'on a appelé l'emprise. Et l'emprise à Marseille, elle est évidemment protéiforme. Elle démarre par l'habitant qui ne peut plus juste marcher dans la cité ou sortir sa voiture de la cité parce qu'il y a des chicanes, il y a des barrières, qu'on lui demande d'ouvrir son coffre, etc. Donc il y a une première emprise qui est juste géographique, et puis cette emprise, elle s'exerce finalement dans tous les pans de la vie des personnes qui vivent dans les quartiers qui sont impactés. Et ce qu'on a vu avec nos enquêtes, c'est que le trafic, il a muté. Là, depuis 2020, depuis les confinements, le trafic, il s'est complètement réinventé. Il s'est adapté à une vitesse finalement vertigineuse aux nécessités du marché, hein, puisque c'est... vous rejoins, hein, c'est vraiment de l'économie de marché pure là dont on parle. Et du coup, cette emprise, on l'a vu se réinventer au fur et à mesure que les besoins étaient différents. Donc, elle touche la géographie de la ville, elle touche l'usage même que l'on fait de la ville, elle touche les habitants au premier chef, qu'ils soient voisins, qu'ils soient parents. Elle touche évidemment des consommateurs, hein, notamment les consommateurs de cocaïne basée, on va dire du crack pour faire vite, qui, par exemple, étaient totalement invisibles à Marseille il y a encore quelques années et qui aujourd'hui sont très présents en centre-ville, tout simplement parce que désormais, ils s'achalandent dans le centre-ville, par exemple. Avec une organisation qui a été, deux organisations, donc DZ Mafia et Yoda, dont le conflit, la guerre, a fait de nombreux morts en 2023. Voilà, on en est eu aujourd'hui. Est-ce que par rapport à cette situation, en fait, il y a toujours des narcomicides à Marseille, évidemment, peut-être moins par rapport à cette période. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut pas juste dire que ça a muté d'une autre façon ? Alors si, complètement. Il y a dans ce livre une enquête absolument passionnante, hein, signée par Clara Marteau-Bacry, sur ce qu'on appelle la DZ Mafia, sur ce qu'est cette organisation qui n'est pas une organisation pyramidale à l'image de ce qu'on pouvait connaître précédemment, qui est finalement une sorte d'organisation un peu à l'état gazeux, une sorte de consortium. Et ce que nous dit aujourd'hui le fait qu'il y a eu, entre guillemets, que 24 morts en 2024 et que 16 morts depuis le début de l'année, contre effectivement une cinquantaine en 2023, c'est finalement une nouvelle forme d'emprise. Hein. C'est que la DZ Mafia s'est imposée sur
tout le territoire, des Bouches-du-Rhône, mais bien au-delà. Moi, je suis allée faire un reportage, par exemple, dans une petite ville portuaire, Port-de-Bouc, 16 000 habitants, plusieurs points de deal. Et ce sont des petits points de deal qui génèrent quand même autour de 30 000 € jour. Pour une ville extrêmement modeste, c'est la DZ Mafia qui est présente là désormais. Voilà. Et je voudrais qu'on entende justement Amine Kessassi, c'était il y a 1 an, puisque dans son livre, dans ses prises de position, il a toujours insisté, comme au nombre d'acteurs locaux, sur la nécessité de sortir d'une approche seulement sécuritaire. On va écouter un entretien que j'avais fait avec lui à Marseille il y a 1 an, dans le cadre des nouvelles rencontres d'Averroès, dont Mediapart est aussi partenaire. C'était peu de temps après une visite de celui qui était alors ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ça fait 40 ans qu'ils nous bassinent avec la même chose, 40 ans, plus de répression, il y a de la répression, on rajoute de la répression, et du coup il vient en plus avec son air de « j'ai trouvé la solution, je vais rajouter des flics ». Enfin, ça fait 60 ans qu'on rajoute des flics et que vous les enlevez la semaine d'après. La drogue, nous dans les quartiers on n'en veut pas, on n'en vit pas, et en fait, quand on parle du retour de la police de proximité, quand on parle du retour des services publics, quand on parle d'éducation, quand on parle de l'accès à la culture, quand on parle de l'accès au social, quand on parle de la prévention, c'est de ça dont on parle. De Brahim, de Reda, de Kylian, de Lucas, enfin de tous ces jeunes qui sont tombés dans cette guerre de la drogue. Voilà, Katia, j'ai choisi de montrer cet extrait parce que Amine Kessassi, on l'a vu beaucoup ces derniers jours à la télévision, dans les marches blanches, dans cette émotion et ce drame d'avoir perdu son frère, mais le fond de son discours, c'est ça, c'est exactement le discours que vous tenez. Il a tout dit. Il a tout dit. Il a tout dit, là. Ouais. Pourquoi on l'écoute pas ? Pourquoi on l'écoute pas ? Et ça fait des années que nous, les acteurs de terrain, on tient ce discours. Ça fait des années qu'on le tient. Pourquoi on ne nous écoute pas, en fait ? Il n'y a pas de démocratie dans ce pays. On veut faire avec nous, mais sans nous. Voilà. On est des sous-citoyens dans les quartiers nord, dans les quartiers populaires. On est des et encore une fois, ça concerne plein d'autres quartiers et plein d'autres villes à Marseille, en France. Je vais juste rebondir sur ce que tu dis, Katia, parce que samedi, on avait effectivement une représentation politique absolument incroyable à Marseille. Je crois, ça fait 30 ans que je suis journaliste à Marseille, je crois n'avoir jamais vu cela. Donc on avait toute la République qui était là, des représentants politiques de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, tout le monde était là. Tout le monde écrasait ses larmes avec plus ou moins de sincérité sur ses joues. Et j'ai été éminemment choquée d'entendre des acteurs locaux, de ceux qui suppriment par exemple les financements des centres sociaux, de ceux qui suppriment par exemple les financements aux missions locales, venir nous dire... je parle de la présidente du département, je parle du président de la région, Renaud Muselier, Martine Vassal pour le département. Et en fait, mais lorsque concrètement vous sabrez ces financements, qui est touché ? Qui est touché ? Mais c'est exactement ce qu'on dit depuis des années. Les mineurs non accompagnés, c'est le département, par exemple, qui sont normalement, qui doivent prendre en charge ces mineurs accompagnés. Mais on les retrouve dans les petites mains, de ceux qui sont en bas de l'échelle. Bon. C'est QFT. Voilà. Christophe, une loi narcotrafic a été votée en 2025. Elle prévoit notamment la création d'un parquet spécialisé contre la criminalité organisée qui verra le jour début 2026, la création de prisons pour regrouper les criminels les plus dangereux, une à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais qui a ouvert cet été, la seconde à Condé-sur-Sarthe dans l'Orne qui vient d'ouvrir, l'élargissement du statut de repenti, des mesures de surveillance ou d'interception accrues. À gauche, certains l'ont jugé liberticide et contre-productif. De votre point de vue, et on va venir après en longueur sur le travail que vous faites dans ce documentaire et dans ce livre, qu'en dire ? Est-ce qu'elle est effectivement problématique à certains égards ? Est-ce qu'elle répond à certaines questions ? Est-ce qu'elle rate sa cible ? Comment vous voyez les choses, y compris par rapport à ce qui a été fait en Europe ? Oui, le PNACO, exactement. Je crois savoir que depuis 1970, la création de la première loi anti-narcotique, qui avait été poussée par le gouvernement américain en pleine crise sanitaire aux États-Unis, liée à la French Connection, qui avait son épicentre à Marseille, comme vous le savez, mais qui a une histoire avec la Ve République et le pouvoir gaulliste, on y reviendra peut-être. Je crois que c'est la 106e loi, le 106e amendement de cette loi-là. Donc il y a à peu près tous les 6 mois une loi anti-narco en France. Là il y a une urgence, donc on y va, on voit que peut-être qu'il y a des liens en fait entre narcotrafic, terrorisme, on agit, on essaye de... Moi ce que je pense c'est que
on a une vision, la police a une vision assez arriérée de ces organisations-là, et que la façon dont sont menées les enquêtes, la façon dont sont ramenées les informations, c'est un modèle qui est un peu à côté de la réalité de ce qui se passe aujourd'hui dans le narcotrafic, qui est un phénomène beaucoup plus fragmenté et beaucoup plus inséré dans le tissu social, avec des acteurs qui sont des narcotrafiquants, mais qu'on retrouve, je le dis encore une fois, à la City de Londres, dans les grands paradis fiscaux, qui ont pignon sur rue. Ouais. C'est ça le narcotrafic. Justement, on va pour introduire cette discussion, écouter Roberto Saviano. Il était dans cette émission il y a quelques mois, auteur notamment de Gomorrah, ce journaliste qui est aussi essayiste, écrivain, enquête depuis des années, bien sûr au prix de sa sécurité, puisqu'il est menacé et toujours sous protection policière, sur le poids de la criminalité organisée en Italie et en Europe. Et voilà ce qu'il nous disait sur l'ampleur particulièrement du marché de la cocaïne, qui rejoint exactement ce que vous disiez, et un certain déni français. Non ho mai compreso perché per esempio. Il y a des choses que j'ai jamais comprises. Pourquoi est-ce qu'en France, par exemple, on n'a jamais pris conscience du fait que sont présentes en France les plus importantes mafias du monde, quand même? La coca est... Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas conscient aussi du fait que la cocaïne inonde littéralement le pays, et puis que lorsqu'elle arrive en France, ensuite elle peut transiter vers le Royaume-Uni, en l'occurrence maintenant, elle passe par la France, cette cocaïne qui finit au Royaume-Uni. Il y a des analyses qui sont intéressantes. Vous pouvez faire des analyses de la Seine, par exemple, voir quelle est la présence des résidus de drogue. Même chose pour les égouts. On va voir qu'il y a des résidus très importants. Ça, c'est des chiffres et qui montrent qu'on a une consommation qui monte en flèche, différent de l'héroïne. C'est très compliqué à expliquer aux opinions publiques dans le monde entier. Mais si vous voulez, ce qui, on va dire, dans la banlieue va être du sang, du désespoir, eh bien, les gens qui poussent à la conso, etc., les gangs, eh bien, au centre-ville, ça se transforme en quoi? En hôtel, en restaurant, pompe à essence, supermarché. Cette espèce de recyclage. C'est-à-dire que ça, c'est typiquement les lieux où va investir la mafia. Donc les gens se disent « Ah, mais c'est la faute des banlieues, c'est la faute des immigrés ». Parce que les gens ne sont pas conscients, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas le fonctionnement de l'économie qui est derrière tout ça. Christophe, votre documentaire, en lien avec ce que dit Saviano, il parle de ça, votre livre aussi, il plonge dans l'immense marché très organisé de la cocaïne, la constitution d'une véritable économie, et ce que dit Saviano, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que cette vision un petit peu surannée du trafic de drogue, en fait, alors qu'en fait on parle de criminalité organisée, dans des réseaux mondialisés, extrêmement sophistiqués, et on sort du coup, c'est comme ça qu'il finit, du discours uniquement centré sur les banlieues, quoi. En réalité, on élargit largement la focale et là, ça a du sens. Là, ça a du sens et tout notre travail depuis plusieurs années. Il y a ce film et ce livre, mais ça fait depuis 7 ans que nous travaillons avec notre société de production, Yami 2, et nous avons sorti toute une série de films sur la question. Nous avons d'abord travaillé quelques années sur le crime organisé corse, et puis sur l'histoire du trafic de drogue. Le narcotrafic, c'est son histoire, c'est l'histoire du capitalisme et du colonialisme. Ça peut commencer avec les guerres de l'opium, quand le Royaume-Uni cassait les barrières, ont voulu casser les barrières douanières de la Chine en injectant de la drogue, de l'opium dans les élites. Ça se répercute après dans les colonies en France pendant les guerres d'Indochine, où le trafic le trafic d'héroïne va alimenter la guerre contre-révolutionnaire la guerre révolutionnaire, et les colonies. Une guerre qui va être financés par des réseaux mafieux qu'on va retrouver dans le bassin marseillais et qui vont, ces mêmes mafieux, se retrouver directement intégrés dans le pouvoir gaulliste. On se souvient du SAC, et puis on connaît très bien Monsieur Pasqua qui connaissait tous ces réseaux corses. Vous voyez ce que je veux dire, il y a une implantation historique, il y a une histoire des drogues, il y a une histoire géopolitique des drogues qui a toujours été utilisée par les États comme une arme... Comme une arme, allez-y.
une arme au service des intérêts des États. Voilà, parce que ce que vous montrez aussi, c'est que face à cette surproduction pour ce qui concerne le contemporain de cocaïne, la guerre à la drogue décrétée dans les années 70 ne marche pas. Dans votre documentaire, l'économiste néerlandais Damian Seitch la considère même comme une, je cite, guerre de religion, et il ajoute la répression génère de la violence. Expliquez-nous-le un peu précisément, parce que je pense que c'est très important à expliquer. La répression génère de la violence parce que, bien sûr, il ne faut pas faire d'amalgame quand on entend en France, on est face à une mexicanisation des pratiques. C'est un terme d'extrême droite, je n'ai pas du tout envie de l'utiliser, mais il y a quelque chose qui est vrai quand même. Nous sommes liés au Mexique aujourd'hui, nous sommes liés au Chili, nous sommes liés à la Colombie par la cocaïne. C'est une des marchandises les plus rentables au monde. On ne paye pas de taxes dessus et son approvisionnement est infini. Et ce que veut dire Damian Seitch par là, c'est que lorsqu'une cargaison est arrêtée dans le port de Rotterdam, c'est des centaines de morts à l'autre bout du monde. Vous voyez, quand on met de la répression ici, c'est-à-dire c'est des acteurs qui ne vont pas toucher l'argent. Si on arrête de la cocaïne à Rotterdam, c'est des acteurs criminels qui vont se faire la guerre au Salvador ou en Colombie. C'est des centaines de morts. L'année dernière, je crois qu'il y a eu 2500 morts en Colombie. On assiste à ce phénomène. Le Mexique, le Mexique peut compter plus de 100 000 morts liés au narcotrafic. Ce ne sont pas les consommateurs, c'est tout ce qui entoure en fait le narcotrafic, corruption, pardon. Non, Corinna, finissez la phrase. Mais finissez la phrase. Non, parce que je pense que vous... Non, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que là, on est centré sur notre territoire, et en fait, ce que dit Damian Seitch dans notre documentaire, c'est que c'est une prise de conscience au niveau international. Mais à partir du moment où la drogue est totalement intégrée au système marchand... Vous parlez de narcocapitalisme. Oui, narcocapitalisme, si on veut, moi je parle de capitalisme. Ouais, voilà. Ouais. Avec un des produits, qui est un produit phare, et qui permet des enrichissements colossaux. Et alors, qu'est-ce qu'on rate dans la réponse politique? On va voir un extrait du documentaire après, mais qu'est-ce qu'on rate dans la réponse politique? Qu'est-ce qu'on rate dans la réponse politique? Tout ce qu'on vient de dire, c'est une association, c'est un vrai problème de société, un problème de fond. Donc, quand il y a quelques mois, M. Retailleau criminalisait le trafic dans les banlieues, mais voulait ouvrir ses bras en même temps au commerce international, mais ça se tapait la tête contre les murs. Il ne comprend rien à la façon dont ça fonctionne. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est une histoire du capitalisme, une histoire coloniale qui prend sur des territoires. Et en fait, c'est toute une logique de marché et à repenser au niveau global. C'est un grand débat de fond. C'est un débat de société. Qu'on esquive ? Qu'on esquive, c'est de l'aveuglement politique. On va montrer un extrait après, mais vous avez l'impression, vous aussi, comment on l'esquive ? Oui, moi sans avoir travaillé du tout sur les mêmes questions, mais en tout cas, ou en tout cas, mais à votre endroit justement, à une échelle tout à fait locale, cette dimension-là, on la voit par exemple dans l'ubérisation de la main d'œuvre. Très important. On le documente énormément dans notre ouvrage, c'est-à-dire qu'on voit arriver des trains avec des gamins qu'on vient chercher parce qu'ils ont envoyé 2 messages sur Snap, et ils arrivent de Lyon, de Reims, voilà. De n'importe où. Ouais. Et ils viennent de partout en France. On les prend, ils viennent travailler un week-end ou pas, plusieurs mois, ils vont être évidemment englués après dans des dettes, enfin bon, et ces gamins, à un moment donné, on va les jeter, on va les séquestrer, certains, c'est terrible, il y a l'histoire d'un jeune garçon qui arrivait, je crois que c'est de Lyon, il est arrivé, il est descendu du train, il est allé chauffer et... Chauffer faire le guetteur. Il est allé faire le guetteur, il est mort le soir même. Et cette ubérisation-là, nous, à Marseille, elle est vraiment la conséquence de cet hyper-capitalisme des réseaux. Quoi. Les narcotrafiquants suivent exactement les mouvements de notre société, enfin de la société marchande. Ils sont complètement intégrés aux logiques de marché. C'est pour ça que quand je vous dis qu'ils sont à la City, c'est pas quelques-uns, c'est une organisation qui est placée comme ça. Dans notre ancien film Mafia et Banque... Ancré dans le système économique. Dans notre ancien film Mafia et Banque, Paul Radou, que
avec un journaliste de l'OCCRP, un consortium de journalistes qui travaille sur les questions de corruption et de crime organisé à l'échelle internationale, nous expliquait comment des banquiers, donc des banquiers qui ne sont pas encore à Londres, parce que tout le but c'est de blanchir son argent au fur et à mesure des cercles qui se resserrent autour des grands centres de blanchiment et pour arriver à la City de Londres, comment certaines banques avaient baissé le coût du blanchiment et du coup ça rapportait moins d'argent à la banque, mais il leur fallait du volume. Et comment, en quelques années, certains banquiers, en faisant des produits très spécifiques, ont réussi à accumuler des sommes d'argent phénoménales. Et ça rentre directement dans le commerce international. Imaginez les carrières que ça crée. Imaginez un avocat fiscaliste qui va d'un coup peut se prémunir et s'enrichir sur ce terrain-là. Ce que je vais dire là va peut-être paraître utopique, mais si on a envie de supprimer tout ça, il faut supprimer la pauvreté. Tout à l'heure, quand je vous ai dit c'est un peu pyramidal, j'ai compris. Hein. Quand c'est ubérisé, c'est pas pyramidal, c'est plutôt horizontal. Je l'entends tout à fait. Moi, ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, en haut de l'échelle, il y a ceux qui se gavent, et en bas de l'échelle, il y a ceux qu'on esclavagise. J'avais utilisé le mot esclave, mais dans un système capitalisme, c'est ce qu'on fait. Dans le travail, ceux qui se gavent et qui ne partagent pas la richesse qui a été ramassée. Là, vous parlez de 8 milliards, c'est ça? Donc, il y a 8 milliards. C'est sûr qu'avec 8 milliards, si ça partageait, donc on ne serait pas dans un système pas capitaliste, on aurait fait de belles choses avec. C'est pour ça que je rebondissais, c'est capitaliste et colonialiste, parce qu'en fait, ça répond à des logiques aussi de territoire. Voilà. Et il y a des territoires abandonnés, et voilà, c'est ces logiques-là qui sont à l'œuvre. Quand on laisse un vide, c'est les monstres qui rentrent. On laisse un vide, c'est les monstres qui rentrent. Voilà, tout simplement. Je vous propose qu'on regarde un extrait de votre documentaire, Christophe. Documentaire, donc Narcotrafic, le poison de l'Europe. On peut voir depuis quelques jours ce documentaire sur la plateforme arte.tv. On regarde un extrait. Les phénomènes d'ultraviolence, autrefois réservés au Mexique ou à la Colombie, se sont installés dans les grandes villes européennes autour des grands ports. Rotterdam, Anvers, Hambourg, Le Havre. Mais aussi dans l'Europe des petites villes, des villages et des hameaux. Et à la stupeur générale, l'épicentre du crime organisé en Europe n'est ni Marseille ni la Sicile, mais le royaume des Pays-Bas. Et c'est là, à Osdorp, dans l'ouest d'Amsterdam, que la lutte contre le narcotrafic a pris corps. Derrière les murs de ce bâtiment sans âme, s'est déroulé de 2019 à 2024 le terrifiant et spectaculaire procès Marengo, un procès hors norme. Dans le box des accusés, barons de la drogue, hommes de main, sont jugés pour 19 meurtres et tentatives de meurtre. Et depuis le tribunal, ces narcotrafiquants vont s'acharner à menacer l'État. C'est un procès dantesque. Les procureurs souhaitent garder l'anonymat. Les juges souhaitent garder l'anonymat. Il règne un vrai climat de terreur. Pendant le procès, l'avocat d'un des témoins et un célèbre journaliste sont assassinés. Le ministre de la Justice et la princesse héritière sont menacés d'enlèvement. Tout le monde avait peur. Et tout le monde se posait les mêmes questions. Qui sera le prochain? Est-ce que je vais être la prochaine victime? Ce qui fait du procès Marengo un procès historique, c'est que pour la première fois, une alliance entre délinquants de rue, hommes d'affaires, patrons de cartels et mafieux est mise au jour. Le procès Marengo révèle ce mal qui s'étend désormais à toute l'Europe. Un mal qui est né ici, aux Pays-Bas. On s'est tous demandé quand est-ce que ça va s'arrêter et comment on en est arrivé là. Voilà, Christophe, un extrait de ce documentaire sur les Pays-Bas où la lutte contre le narcotrafic a pris corps avec cet immense procès Marengo où les narcotrafiquants menacent l'État, un avocat et un journaliste tués, des personnalités menacées, la révélation au plein jour de ramifications mafieuses. Est-ce que c'est un avant-goût, la réalité même de l'Europe, en fait, du reste de l'Europe qu'on hésite justement à voir aujourd'hui? Est-ce que c'est un avant-goût de ce qui nous attend dans les prochaines années en France? On ne le souhaite pas.
Mais ce phénomène est arrivé aux Pays-Bas dans les années 2012, 2010, 2014. Et comme en France, il y a eu un aveuglement en stigmatisant une population en particulier, qui était la mokromafia, donc la population marocaine. Et en fait, si on prend aujourd'hui l'essence de ce qu'est la mokromafia, effectivement, il y a le guetteur de rue, mais il y a aussi les têtes pensantes de la Camorra, de la Ndrangheta, qui sont des mafias italiennes hyper puissantes, des mafias bosniaques, et c'est des ramifications qui vont jusqu'à Dubaï. Donc là, on est en fait ils ont eu une dizaine d'années d'aveuglement. Et la violence est tellement montée aux Pays-Bas qu'il y a eu un sursaut populaire. Aujourd'hui, effectivement, il y a certains membres de l'extrême droite qui ont des postes importants, donc ils ont quand même tout un volet très répressif, mais ils ont réussi à nous faire comprendre, grâce à leurs enquêtes, à quel phénomène de violence on était confrontés. Et du coup, espérons que les morts sur le sol hollandais permettent une réponse autre, en tout cas en Europe. Si aujourd'hui Marseille est devenue une place importante, et si ce Mehdi Kessassi a été assassiné aussi, je pense que c'est parce qu'il y a eu un déport du trafic de drogue du nord vers le sud. C'est-à-dire que le port de Rotterdam, pendant des années, était le point d'entrée pour la cocaïne et pour la drogue, pour les produits synthétiques également. Mais il y a eu de tels efforts. Aujourd'hui, le port de Rotterdam est une forteresse. Il faut savoir que Rotterdam-Anvers, c'est un peu les mêmes structures. Il y a 2 ans, la douane arrêtait, on arrêtait en 2024 120 tonnes de cocaïne. 120 tonnes de cocaïne. Pour vous expliquer le trafic de cocaïne, on n'en est pas du tout là à Marseille. Donc quand vous dites c'est une forteresse, pour bien comprendre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est sécurisé. Du coup, le trafic se déporte. Donc il y a des contrôles qui sont faits, c'est ça que vous dites ? Il y a des contrôles qui sont faits. On essaie de protéger les douaniers, parce qu'en fait, ils étaient extrêmement mis en danger par des narcotrafiquants qui traînaient toute la journée dans le port pour récupérer des cargaisons et qui essayaient de soudoyer, de menacer les familles. Donc en fait, le port est devenu une forteresse et le trafic s'est déporté vers des zones de moindre importance, comme le port de Havre et le port de Marseille. Voilà. Amine, d'ailleurs, lors des nouvelles rencontres d'Averroès l'an dernier, il nous disait ça, justement, qu'à Marseille, il y avait beaucoup de conteneurs qui n'étaient pas contrôlés. Et donc, ça va dans ce sens-là. Ça veut dire qu'on est vraiment face à des logiques de marché. Et donc, c'est fluide comme l'eau, ça t'ouvrira toujours un passage. Donc, si on met des flics partout sur le territoire, ça ne résoudra rien. Déjà parce qu'on ne peut pas retirer la volonté des personnes de prendre de la drogue, de moins souffrir, d'échapper à leurs conditions. Et pourquoi ? Parce que dans la société dans laquelle on est, en tout cas, on remarque une appétence pour ce genre de pratique. Et puis, la réponse répressive n'est jamais la bonne. Alors, justement, dans votre documentaire, vous déployez la façon dont les autorités européennes tentent parfois de travailler, avec un exemple assez frappant. On va prendre cet exemple et ensuite on ira vers la conclusion de l'émission. Comment Europol, et en particulier au sein d'Europol, les polices néerlandaises, belges et françaises ont décrypté 2 milliards de messages entre trafiquants échangés sur une plateforme canadienne cryptée. Le procureur général du parquet de Bruxelles vous a expliqué comment ils ont travaillé. On avait repéré les serveurs, donc on enregistrait les conversations qui en principe étaient cryptées. Donc on enregistrait des choses cryptées. Donc pendant 18 mois, on a enregistré des données sans être sûr de pouvoir les décrypter un jour. Début 2021, une demande de mise à jour est envoyée sur les portables des utilisateurs. Un cheval de Troie. Des dizaines de milliers d'abonnés tombent dans le piège. La police obtient ainsi les clés privées de chiffrement des téléphones. Commence alors la phase live, où les données interceptées sont déchiffrées en temps réel. Un flux ininterrompu de messages déferle sur les écrans des centres opérationnels d'Europol et des polices hollandaises, belges et françaises. Parmi les données collectées par Europol, il y avait environ 2 milliards de messages décryptés, échangés entre criminels. 2 milliards. Nous interceptions entre 1000 et 5000 messages par jour. Voilà, Christophe, est-ce que c'est un type d'enquête intéressante que les pays européens devraient être amenés à mener ? Est-ce que ça dessine des pistes intéressantes ? Je pose aussi par ailleurs la question, et ça s'est posé dans le cadre de la loi narcotrafic, la question des libertés publiques, si on peut surveiller comme ça toutes les conversations en permanence. Donc est-ce que c'est un bon exemple ? Est-ce que c'est une réponse ?
C'est un exemple pour la police, c'est un moment extraordinaire, parce qu'ils pouvaient se douter de ce qui se passait depuis des décennies. Là, ils avaient un contact direct avec la grande criminalité. Le grand livre s'ouvrait. Le grand livre s'ouvrait et ils assistaient en direct. Donc toute la difficulté a été quand intervenir, comment intervenir. Oui, c'est un grand moment pour la compréhension en fait des réseaux. Et de voir sa pénétration en fait dans le tissu légal. Ça a permis une chose, c'est de déporter le regard sur une certaine population et de viser ce qu'on appelle aujourd'hui le haut du spectre. Et donc d'être sur la grande corruption d'avocats, du monde politique, des douaniers, des policiers. Donc ça a permis aussi de saisir beaucoup de drogue, de saisir beaucoup d'argent en liquide, mais d'avoir une meilleure compréhension du phénomène. Et c'est vrai que tout le travail d'Europol, dans le rapport logistique, pour mettre en concert les différents organes européens, ça marche. Mais 15 000 arrestations aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, aux États-Unis, 15 000 arrestations. Après ces opérations-là, la population carcérale de Belgique a augmenté de 10%. Dans les mois qui suivaient, les 15 000 acteurs criminels étaient remplacés sur la totalité de la chaîne. Grossistes, super grossistes, blanchisseurs, avocats fiscalistes. Donc, on a compris comment ça fonctionnait. Maintenant, on a les outils, on a l'argent, on a les policiers, on a les lois. On sait ce qu'il faut faire. Donc c'est une volonté politique de mise en commun les bras m'en tombent, si vous voulez. Les bras m'en tombent. Là, on a une jeunesse qui est sacrifiée en ce moment. Il y a une urgence. Tous les jours, il y a des jeunes qui tombent dans la drogue. Et tous les jours, il y a des jeunes qui tombent dans les circuits de la drogue. On va attendre combien de temps comme ça ? Donc il faut un sursaut politique, mais ça peut venir aussi de nous, ça peut venir... Amin Kessassi appelait la semaine dernière à un grand rassemblement. Si son frère est mort, c'est parce qu'il a été isolé, Amin Kessassi. Il était seul, comme Saviano, que vous avez montré sur ces images. C'est un homme qui est sous protection policière depuis 20 ans, parce qu'il a osé parler. Le juge Falcone, en Italie, il est mort parce qu'il avait dénoncé les circuits financiers de Cosa Nostra. Il n'avait pas balancé des petits vendeurs au coin des rues. Il avait tapé là où ça tape, dans les réseaux politiques, dans les réseaux mafieux, là où en fait, affairistes, politiciens et narcotrafiquants feraient ensemble. Et il en est mort. Voilà. Est-ce que vous pensez juste là-dessus, que vous parlez de la corruption, etc., la France, par rapport à ça ? La France est touchée dans une moindre mesure. Je me souviens que sur mon film Mafia et Banque, on nous disait « mais vous parlez pas de la France dans votre film ». Mais oui, mais l'argent va à Londres. L'argent va dans les paradis fiscaux aux États-Unis, dans le Delaware, dans les grosses places financières. Dans les grosses places financières. Donc, à notre échelle, on est touché par la corruption. Là, c'est important à dire. Voilà, c'est important à dire. On l'est, bien sûr. Personne n'échappe à la corruption. Allez-y, Coralie. La corruption. À Marseille, le procureur de la République a mis en place un dispositif parce que alors, je suis désolée, le nom du dispositif m'échappe, mais ce qui est intéressant, c'est que il dit qu'il y a des signaux faibles aujourd'hui. Alors, je parle de Marseille parce que c'est le territoire que je connais, mais il y a des signaux faibles à Marseille de corruption dans la pénitentiaire, dans les services de police et dans tout cet écosystème, on sent cette micro corruption qui émerge. Et on a peur, justement, là, il y a le grand débat, c'est autour des municipales. Et les pressions qu'il peut y avoir sur des maires. Elles existent, mais c'est pas que sur le narcotrafic, c'est sur le BTP, c'est sur... Il y a tellement d'argent qui circule que, en fait, c'est multifactoriel. Les pressions et l'investissement pécuniaire aussi dans les campagnes. Petit tour de table sur chacune et chacun à votre endroit. Vraiment, réponse assez rapide, mais c'est quand même un débat très important. À un moment, et c'est toujours le cas, sauf que le paysage politique et le contexte politique étant ce qu'il est, on est assailli chaque jour de discours
ultra-conservateur d'extrême droite et sécuritaire. Pour autant, les partis de gauche, certains partis de gauche plus que d'autres, mais ont porté la question, en France et ailleurs, de la dépénalisation ou de la décriminalisation de certaines drogues. Ça s'est fait au Portugal pour la décriminalisation de toutes les drogues. Aujourd'hui, ça a disparu de la conversation. Bon, pour autant, ça reste au programme de plusieurs partis politiques, notamment de gauche. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que voilà, on a là déplié l'ensemble des situations, et face à de telles situations, des gens peuvent vous dire, c'est pas du tout le moment de faire ça, justement. Donc, vous, comment vous répondez ça? Moi, je dis simplement, parce qu'on a étudié la question de la légalisation, de la dépénalisation dans nos réunions à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône. Et encore une fois, de longues réunions avec beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs. Certains disaient on ne peut pas parce qu'il y aura d'autres drogues qui vont venir et ils vont prendre la place, nanana. Mais clairement, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas une solution magique, mais c'est une solution quand même si on met en place une coordination avec tout le volet social. C'est-à-dire qu'il faut que l'un va avec l'autre. Si on fait un plan global, et notamment on touche à l'argent directement, c'est-à-dire on assèche le trafic en leur prenant la plus grosse masse de ventes qu'ils ont dans leur marché, notamment 80% c'est le cannabis, là on va leur faire mal, on va toucher ça aura un impact, vous dites. Ça aura un impact. Et aujourd'hui on a lu des articles dans toute l'Europe, tout le monde, dans le monde entier, parce que c'est pas une affaire marseillaise, et j'aimerais bien qu'on le dise ça. Le narcotrafic n'est pas une question marseillaise, c'est une question mondiale, et vous l'avez démontré depuis le début. Et vous faites bien de le rappeler. Christophe, sur cette question de la dépénalisation, de la décriminalisation, aujourd'hui, je l'ai dit, le contexte, il n'est pas favorable pour avoir cette discussion, mais on peut les avoir ici, et on n'est pas du tout interdit de les avoir. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous abordez ce problème? Je pense qu'il est temps d'y aller. Il est temps de se poser les vraies questions et d'essayer les choses. Si c'est pour légaliser, mais donner le marché aux grands groupes comme Philip Morris, c'est vite vu, c'est non. Mais si c'est pour imaginer des systèmes comme au Portugal, dans les social clubs, avec un suivi sur le volet santé, un suivi médical et puis un suivi social, pourquoi pas, allons-y. Oui, il est temps de se poser les vraies questions. Ce que je peux vous dire par rapport au cannabis, c'est vrai que la mise en service du cannabis dans les réseaux légaux n'impacterait pas beaucoup son prix. La cocaïne, si on la rend légale, allons jusque-là, allez, soyons fous. C'est 1 € le gramme. Ce qui coûte cher dans la cocaïne, ce n'est pas sa production. C'est le chemin qu'elle va prendre pour casser toutes les barrières douanières, rentrer dans le monde, dans les sphères légales et payer des gens pour ramener l'argent ou le réinvestir. Cette drogue, si on la légalise, ne vaut plus rien. Elle était légale dans les années 20. On s'est rendu compte qu'il y avait des addictions. Dans les années 1920, on pouvait en acheter en pharmacie. C'était gratuit. Sans ordonnance, excusez-moi. On a arrêté parce qu'on a vu qu'il y avait certains phénomènes d'addiction. Mais parce que les gens se sont arrêtés d'en prendre brutalement, la plupart des consommateurs se sont tournés vers le marché illégal. Maintenant on sait ça, parce que c'était une drogue neuve, c'était tout récent, ça avait 20 ans. Aujourd'hui on sait qu'on peut décrocher des drogues sur une pente extrêmement douce s'il y a un suivi autour. Mais qu'il faut Qu'est-ce qu'on propose? On ne propose rien. La crise des opiacés aux États-Unis, c'est 50 000 morts avant Vancouver, le fentanyl. Enfin bon, voilà. Ouais. Je crois que non, mais c'est hyper important. Non, c'est hyper important. Vous êtes fatigué, mais vous expliquez hyper bien les choses. Pour finir, Coralie, et vous, un petit mot là-dessus. Comment vous croisez cette question de la dépénalisation, de décriminalisation dans vos enquêtes, dans votre travail, ou comment vous l'envisagez, vous? Alors, nous, on a effectivement, c'est une question qui revient régulièrement à Marseille, et notamment auprès de nombreux acteurs de terrain qui pendant des années, ont porté ce cheval de bataille en disant il faut dépénaliser l'usage notamment du cannabis. Alors moi, je modérerais un petit peu, Katia, ce que tu disais tout à l'heure. Moi, j'ai dans les chiffres que l'on a, c'est plus 50-50 aujourd'hui, cannabis, cocaïne, que 80-20. Et ce qui m'a surprise quand même samedi, en discutant avec différents acteurs... Lors de la marche blanche. Lors de la marche blanche, pardon, il faut le repréciser, c'est que pour la première fois, certains d'entre eux m'ont dit là, on est allé si loin qu'on se demande si maintenant c'est pas trop tard.
Voilà. Je ne sais pas trancher cette question, mais par contre, c'est ce qu'on a en tête. Et en tout cas, on continue évidemment à faire vivre ce débat sur Mediapart. Katia, le mot de la fin, il sera pour vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui nous regardent aujourd'hui ? Moi, je me dis, et j'ai envie de vous dire, ce n'est pas trop tard. Franchement, on a besoin quand même de vivre, on a besoin de ça, et on va se battre pour vivre, pour nos minots de demain, pour ceux qui sont tombés hier. Et donc, à partir de là, on a besoin... Vraiment, parce que nous, les citoyens, on a fait notre part. Maintenant, on a besoin de travailler vraiment en coopération avec les politiques qui ont les moyens financiers, là, pour faire vraiment changer la donne. Et j'ai envie de vous donner un seul chiffre, un seul. On a un container sur 5000 qui est contrôlé dans nos ports en France. À partir de là, rien que là, vous voyez les moyens dérisoires qui sont donnés. Donc, je vous le dis, le social, le contrôle, les têtes. Il faut viser dans leur portefeuille. Et là, et pas dans les petites mains. Les petites mains, il faut les sauver. Il faut les sortir de là, parce que ce sont des victimes. Et c'est une assistante sociale qui vous le dit, parce que je suis au plus près d'eux. Merci beaucoup, Katia, d'être passée par Mediapart. Merci de vos mots. Coralie, le livre de Mars Actu, Marseille l'emprise, sort le 9 janvier aux éditions Hors d'atteinte. Christophe, on regarde votre documentaire sur Arte TV. On lit le livre aux éditions La Découverte. Pour les deux, le même titre, Narcotrafic, le poison de l'Europe. Je voudrais remercier Adèle Imbert qui m'a aidé à préparer cette émission. Dire un bonjour à Laïla Saïdi qui fait son entrée dans l'équipe de À l'air libre. Vous annoncez aussi que l'émission À l'air libre sera enregistrée en direct. En public à Auxerre le 9 décembre. Vous pouvez vous inscrire sur le site de Mediapart. Ça se passera au Silex à Auxerre. C'est évidemment gratuit. Donc inscrivez-vous 9 décembre à Auxerre avec Rose Lamy comme une des invitées de ce plateau. Cette émission, elle est disponible en replay sur les plateformes de podcast, aussi possible seulement grâce à vos abonnements. Si vous le pouvez, abonnez-vous à Mediapart et aux médias indépendants comme Mars Actu et tous les autres. À très vite sur Mediapart.